Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez nous parler de tout ce qui fait votre quotidien, nous confier ce qui vous préoccupe bien sûr, mais aussi partager avec nous vos moments de joie, vos expériences positives et ainsi vous aiderez peut-être des personnes qui se sentent un peu perdues dans leur vie en ce moment. Alors pour participer à l'émission, eh bien c'est très simple, il vous suffit d'appeler dès maintenant le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Je vous rappelle d'ailleurs que tous les soirs le standard de l'émission ouvre dès 22h30, c'est-à-dire que du lundi au vendredi vous pouvez nous appeler à partir de 22h30 et à ce moment-là le standard est assez fluide, donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous parler, de vous exprimer, de passer à l'antenne. À partir de 22h30, vous avez la possibilité d'être accueillis. Et puis ce soir, il y a Pauline aussi qui est parmi nous, qui est venue nous faire un petit coucou. Voilà, elle est au standard, là, en train de discuter avec Asiba, mais Asiba est néanmoins attentive et prête à recevoir vos appels, rassurez-vous. Et puis à tout moment, bien sûr, vous pouvez intervenir au cours de l'émission en appelant donc le 39 21 si vous souhaitez donner votre point de vue à l'antenne. Si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez le faire par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et un petit message de Pomme qui me dit un petit coucou du Doubs, je suis toujours à l'écoute, même si c'est un petit peu moins souvent en ce moment à cause du boulot. Et puis il y a Sergio qui me dit « Oh, c'est pas juste, tout Europe 1 part dans la belle ville rose. Ils vous ont oublié dans la grisaille parisienne. » Mais oui, mais cette émission, vous savez, elle a besoin d'intimité pour se faire, donc ça serait compliqué de faire une telle émission comme ça en direct. Avec des tas de personnes, peut-être que justement vous n'oseriez plus m'appeler, donc on reste comme ça dans l'intimité du studio, donc c'est très bien comme ça, mais en revanche c'est formidable, oui, pour vous tous que Europe 1 se déplace et que vous puissiez rencontrer tous les journalistes, les animateurs qui font cette station, donc ça va être Toulouse là bientôt, c'est la belle ville rose comme vous dites. Allez, on accueille tout de suite, nous, Karine, qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez composer, bien sûr, jusqu'à 1h. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui, alors, je vous appelle car je vous ai écouté des années durant et j'ai cessé pendant 2-3 ans. Et là, j'ai repris l'émission, donc je me suis dit, je vais enfin vous parler, parce que souvent j'ai été tentée, mais je n'ai pas osé faire la démarche. Ah bon? Non, puisque j'avais peur qu'on me reconnaisse ou... Oui. Avec mon époux, ça ne se passait pas trop bien, et puis s'il l'avait su, comme j'ai réussi à le quitter, donc je peux en parler. Oui, vous vous sentez plus libre pour parler de cette relation. Oui, pour parler de tout. Mmh. De tout, parce que j'ai l'impression qu'il m'a manipulé toute ma vie. Vous êtes resté combien de temps avec lui? 33 ans. 33 ans. Oui. C'est un dur constat que vous faites. Oui, mais ça fait bien 10 années que je voulais partir, 10 ou 15 années. Et qu'est-ce qui vous retenait? Je ne sais pas, j'ai dû passer par une thérapie pour partir. Oui. Ce qui me retenait aussi, c'est que ma maman s'est suicidée quand mon père l'a quittée. Ah, oui. Elle s'est suicidée puisque papa voulait lui faire vendre la maison par adjudication. Donc elle n'a pas accepté ça et... Oui, mais je comprends, oui, c'est forcément... c'était forcément une séparation est toujours très, c'est compliqué, hein, c'est difficile, mais alors compte tenu de l'histoire de vos parents. Oui, mon papa s'est suicidé en 2007. Votre? Mon papa. Après votre mère? Oui, 16 ans après. Oui. Oui. Oui, et puis bon. Mais lui, c'était différent, je pense, comme il était malade, il avait une maladie de Parkinson. Oui. Donc, je pense qu'il a mis fin à ses souffrances. Oui.
Il n'avait pas laissé de lettres. Rien. Et moi, je ne l'avais pas vu depuis la mort de maman. Je l'avais plus revu parce que c'était très violent. À l'époque, toutes les histoires de famille, quoi, là, toute la famille avait explosé. Et puis tout mon passé m'a ressurgi là, cette année. Juste avant de partir, quoi, au moment où je voulais partir. Tout a ressurgi et puis j'ai vu toutes les trahisons qu'il y a eu de mes sœurs et tout. Et pourtant, on avait renoué en 2007 au décès de papa. Mais mes deux autres sœurs ne s'entendaient plus. Parce qu'il y avait une histoire d'argent entre elles. Et puis bon, l'une a volé l'autre. Et puis, mais c'est un truc, une histoire de fou, je me dis parfois. Maintenant, quand je fais le constat de ma vie, je me dis, mais c'était quoi tout ça avant? C'est... Bon, j'ai réussi à franchir le pas, mais je pense qu'il fallait que je passe par là, puisque l'année dernière, j'avais quitté mon époux déjà à la même date que je suis repartie cette année, fin septembre, début octobre. Mais j'étais chez une amie pendant quelques mois, et donc début décembre, mon mari me disait qu'il allait me faire comme mes parents. Oh là là, oui, et pourtant il connaît votre histoire. Ah bah oui, mais c'est ce que je vous dis, il a toujours joué sur mon psychisme, je pense. C'est là que je m'en rends compte maintenant. Oui, c'est terrible qu'il ait de tels propos. Oui, donc je suis retournée pour l'aider. Ben oui, forcément. En plus, il était imbibé d'alcool et tout ce que vous voulez, donc il a toujours eu ce problème. Déjà, sans avoir cette histoire, quand l'autre fait un chantage au suicide, c'est forcément très très éprouvant, très culpabilisant, parce qu'on a toujours cette peur qu'il mette ses menaces à exécution. Mais alors en plus, compte tenu de votre histoire familiale, Karine, c'est complètement paralysant. Oui, je comprends que vous n'ayez pas pu bouger pendant toutes ces années. Oui, mais ça m'a beaucoup marqué. Puis je voulais remplir mon engagement aussi, que mon fils soit indépendant, puisque ça s'est toujours très mal passé avec lui, entre lui et le père. Donc j'ai préféré, comme il ne voulait plus après le bac, il savait plus trop, il ne voulait plus partir à l'école. Bon, il était très bon au départ en classe, et puis par la suite, il a chuté, mais je pense que c'était beaucoup dû au père, parce que son père l'adorait à la naissance. Oui. Plus il grandissait, et plus la situation était conflictuelle entre lui et son fils. Parce qu'il me disait toujours, si j'avais dû faire ça, si j'avais dû attendre ma mère, si j'avais ci, si j'avais ça. Et je pense que quelque part, j'ai toujours été sa mère. Pas son épouse, je parle de mon mari, là. Oui, j'ai bien compris. Je pense que quelque part, il cherchait sa mère. Il était très proche de sa mère? Non, pas du tout. Il la haïssait toujours. Il la haïssait. Bon, elle est toujours en vie. Et puis là, il me parle de sa mère comme si c'était la 7e merveille du monde, quoi. Alors je me dis souvent, parce que j'ai l'impression qu'avant notre mariage, et c'est pas une impression, il me mettait sur un piédestal. Et une fois marié, la situation s'est retournée. Dès votre mariage? Oui, peu de temps après, je crois, oui. Comme je peux en parler avec du recul maintenant, puisque j'ai l'impression, c'est ce que je disais en thérapie, que je vivais dans l'illusion avant. Vous savez, dans mon monde, je ne sais pas, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, je ne voyais pas le mal. Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré, Karine? 19 ans. Oh, vous étiez tellement jeune aussi. Oui, on s'est mariés à 22 ans, oui. Et moi, j'avais 22 ans, lui, il était plus âgé, 5 ans de plus que moi, pratiquement 6. Oui, mais enfin, ça restait quand même quelqu'un de jeune, hein. Oui, à l'époque, c'est vrai. Et quand on se mariait, moi j'y croyais, je vous dis honnêtement, je ne pensais pas que ça finirait de cette façon. Bon, mais j'avais aussi un rapport très très conflictuel avec mon père, toujours. Mon père ne m'aimait pas, parce que je ressemblais à sa maman. Je dis le rapport aux hommes, après, je pense que... Parce que souvent, je disais à ma psychologue, je disais, mais comment j'ai pu donner un tel père à mon fils? Comment j'ai reproduit la même chose que j'ai vécue, et je ne voulais surtout pas ça. Je ne voulais absolument pas ça. Donc elle me disait, mais vous avez été conditionnée toute petite par votre père à rencontrer un tel homme, à être soumise et obéissante. Et je pense qu'elle avait raison. Il m'a fallu des années, 5 années ou 4 années de thérapie pour me rendre compte que on m'avait manipulée toute ma vie, quoi. Enfin, en tout cas, oui, que vous avez, vous acceptiez, vous avez rencontré un certain type d'homme. Oui. Et où vous n'arriviez pas, vous étiez, comme vous le disait votre thérapeute, dans une attitude un peu de soumission.
mais beaucoup. Vous aviez du mal à vous affirmer dans cette relation-là. Oui, énormément. Mais surtout que cet homme, au départ, vous a valorisé. Ah oui, au départ, donc, oui. Face à ce père qui, lui, vous rejetez, cet homme vous témoignait au contraire beaucoup d'admiration. Oui, et d'autant donc c'était très gratifiant pour vous. Mon père, toujours. Comment ? Il me défendait contre mon père. En plus ? Oui. Mais comme tous les deux étaient très bagarreurs, alors je ne lui dis pas. Quand je repense en arrière, je me dis mais c'était pas possible. Vous l'avez quitté il y a combien de temps là ? Mon mari, là, je suis partie le 2 octobre. Oui, c'est très récent. Oui, mais ça s'est mal passé. J'ai dû appeler les gendarmes. Puis la semaine dernière, j'ai réappelé les gendarmes et ça s'est retourné contre moi parce que je me suis emportée. Vis-à-vis de lui ? Vis-à-vis de lui, du gendarme de... Bon, emporté, quand je crie, je ne parle pas fort, moi je ne crie pas, hein, j'élevais un peu le ton. Et le gendarme me disait que ça avait déjà été comme ça la dernière fois. J'ai dit c'est pas vrai, la dernière fois j'avais peur, mon mari a même lancé des objets sur une amie qui était venue m'aider à charger mes affaires. Bon, il faut dire que je cherchais un appartement depuis un petit bout de temps et j'en ai trouvé un, donc en l'espace de 3 jours je voulais partir. Parce que je pense que si j'étais restée, je tombais gravement malade. Puisque j'ai fait un séjour en hôpital psychiatrique en 88 déjà. Oui. C'était quand mes parents ont commencé à séparer et puis il y avait des problèmes un peu partout, quoi. Et donc, à l'époque, je dis toujours, on m'a shooté, neuroleptique, tout ce que vous voulez, et puis ça a été très dur pour m'en défaire. Du jour au lendemain, j'ai tout jeté à la poubelle. Comme j'ai toujours été, vous savez, très tout ou rien. Vous êtes volontaire, oui. Oui, donc je me suis dit, je n'y arriverai pas si je prends un demi-cachet, puis j'ai tout mis à la poubelle. Mais j'ai payé assez cher parce que j'avais pris 60 kilos. J'ai compensé par du chocolat. Bon, écoutez, vous avez reperdu depuis ces Non, kilos ? j'en ai encore 30 à perdre. J'en ai encore, oui, j'ai perdu pendant la thérapie. Vous allez certainement continuer là, parce que vous allez vous retrouver plus sereine, plus tranquille. Ah oui, mais je suis heureuse quand je suis ici. J'ai un tout petit appartement, mais... Dans la même ville ? Non, à 70 km. D'accord. Il vous laisse tranquille là ? Oui, il me laisse tranquille. Parce que j'y suis retournée aujourd'hui, puisque je devais voir un médecin pour mon dos. Oui, parce qu'apparemment, quand même, vous semblez rester en contact, puisque vous m'avez parlé de lui là. Mais le problème est que nous avons des biens communs. Oui. Et justement, j'y suis retournée la semaine dernière, puisqu'il y a 3 personnes intéressées par la maison. Et au niveau justice, je n'y comprends rien, puisque la conciliation a été faite, et puis l'avocate me disait que, à présent, pour que le divorce se fasse de façon amiable, à consentement mutuel, oui. Les biens communs devaient être vendus avant. Sinon, c'est divorce pour faute. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ce... Et c'est moi qui devrais demander le divorce pour faute, puisque c'est moi qui ai demandé le divorce. Oui, vous ne voulez pas rentrer dans quelque chose de procédurier. Ah non, quand j'ai vu la guerre qu'il y a eu entre mes parents, oui. J'avais vu son avocate, l'avocate de maman par la suite, elle m'a dit qu'en toute sa carrière, elle n'avait jamais vu ça. Je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans ça, et puis on s'est quand même aimé un jour, il y a eu un fils... Oui, et puis finalement, ce que vous souhaitez, c'est vous libérer de ce lien le plus rapidement possible. Ah, c'est ça. Donc divorce pour faute, ça veut dire que ça va traîner, ça va... Bon, donc autant, si c'est possible, si votre mari accepte, autant que ça se fasse le plus rapidement possible. Ah oui, mais le problème, c'est la maison, quoi. Parce que mon mari s'était engagé à... Mais il est dans la maison, lui ? Lui, il est dans la maison. Il veut garder la maison ? Lui, il reste, après la conciliation, il reste dans la maison. Bon. Il ne vous fait plus de chantage au suicide ? Non, il ne me fait plus du chantage. Bon. Non. Tant mieux. Et il s'était opposé, parce que j'ai fait venir une entreprise pour faire quelques travaux qu'il n'avait pas fait, qu'il s'était engagé à faire, et puis c'est là qu'il a été d'une violence dans les escaliers. Les gens sont montés, d'abord il voulait pas les faire rentrer, il disait qu'il était le propriétaire de la maison, donc les gens de l'entreprise me disaient, mais elle n'est pas vous. Je dis, si, pour moitié, en plus maman m'a offert le terrain. Mais apparemment c'est lui le propriétaire, quoi. Donc j'ai appelé l'avocate et puis elle me disait il faut la faire vendre par adjudication. Alors je dis pour 3 sous non.
Surtout que moi j'avais... Oui, elle veut vous entraîner dans quelque chose d'un peu procédurier. Attention peut-être à ça. Hein. Oui, mais c'est ce que je me disais. Après, c'est une bataille entre avocats, entre... Oui, non. Il faut lui dire que vous, c'est pas votre souhait. Vous voulez pas rentrer dans une procédure longue et difficile. Vous voulez au contraire que les choses se passent au mieux. Et elle est là pour suivre ce que vous souhaitez vous. Hein. Mais c'est ce que je lui disais. Et si ce que vous dites ne convient pas, vous pouvez changer d'avocat. Oui, c'est ce que tout le monde me conseillait déjà. Mais je me suis pris la tête un jour avec elle et puis elle m'a dit, vous ne comprenez rien, prenez-vous un autre avocat. Alors là, j'étais en colère. Hein. J'ai dit, mais d'abord, on nous explique rien, déjà avant. Qui vous a dit que vous ne compreniez rien ? Mon avocate. Bah, elle est là pour vous expliquer. Dites-moi, c'est très compliqué, hein, le droit, moi, quand on ne connaît pas, et puis c'est à elle de vous expliquer. Moi, je trouve que c'est très très compliqué déjà. Bien sûr. Oui, on dit bien que nul n'est censé ignorer la loi, mais en fait, on ne la connaît pas, la loi. C'est très compliqué. Mais c'est son métier de vous expliquer. Elle est culottée de vous dire ça, quand même. Bah oui, justement. Oui. Je ne comprends pas non plus, hein, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai écrit à votre collègue, Monsieur Julien Courbet. Je me suis dit, pour que je trouve une solution, je ne sais plus, parce que j'ai plein de problèmes comme ça de gauche à droite, et je me dis, je perds un temps fou, une énergie, et puis j'ai envie d'autre chose maintenant, j'ai envie de vivre. Oui, c'est ça, vous ne voulez pas perdre votre énergie là-dedans, vous avez envie de quoi aujourd'hui, Karine ? Je suis artiste peintre. Oui. Donc j'ai envie de continuer à peindre, et puis j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Oui, ça évidemment, ça vous pompe beaucoup d'énergie, oui. Ils disent quoi. Et donc oui, je perds de l'énergie. Alors un jour je peins, un jour pas, et puis je cours de gauche à droite. Il y a tant de choses à faire et. Mais vous allez en retrouver parce que le fait de vous retrouver déjà dans un lieu calme où vous rentrez vraiment chez vous vous reconstituez un cocon. Alors bien sûr, là, il y a beaucoup de démarches à faire qui sont pas amusantes, qui sont pénibles, mais c'est quand même dans le but de vous retrouver, enfin, de pouvoir construire votre vie maintenant telle que vous l'entendez. Oui. Alors il faut en passer par là. C'est fastidieux, mais c'est quand même dans le but de... Voyez, vous sortez d'un schéma, c'est-à-dire à un moment, quand vous dites vous avez eu le sentiment de répéter, vous en sortez là de la répétition. Oui, parce que j'avais justement, et puis le sentiment de répéter. Et puis là, quand l'avocate me parlait du divorce pour faute, je dis mais je vais reproduire la même chose. Surtout qu'elle me parle d'adjudication encore. Eh oui, j'ai bien relevé, oui, qu'il y avait tout. Toutes choses de génération en génération. Pas possible quand même. Il faut que quelqu'un y mette un... Mais vous décidez, contrairement à votre mère, déjà c'est vous qui décidez de la séparation, vous voyez que votre mari, il vous fait un chantage au suicide, mais que finalement, il tient le coup, heureusement, tout ça relevait plus, semble-t-il, de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation. Et votre fils, quel âge a-t-il ? Mon fils a 27 ans. Oui. Il habite tout près de chez moi, là, à 15 km. Oui. Et lui, comment va-t-il ? Je pense qu'il va bien, là. Actuellement, il doit aller bien. Cet été, il n'allait pas très bien, puisque moi, j'avais repiqué du nez, quoi. Carrément, j'allais très mal, j'avais plus de discernement, j'étais complètement perdu. J'avais perdu 8 kilos en 15 jours, j'oubliais de manger, j'allais très très mal. Et c'est là que mon époux m'a dit, je vais te mettre quelque part. Je me suis dit, là je me suis réveillée parce que je me suis dit, s'il me met là-haut, on sait qu'une deuxième fois en hôpital psychiatrique, on s'en sort plus. Et surtout que moi, je l'ai épargné de ça l'année dernière. Puisque je voulais appeler le 15, et j'ai une amie médecin et une autre amie infirmière en HP. Et puis elle me disait, toutes les deux, si tu appelles le 15, comme il a bu, et puis il veut se suicider, ils le mettront à l'HP. Donc moi je suis retournée pour l'aider. Et je ne sais pas si c'était la bonne solution en fin de compte. Puisque là, il disait aux gendarmes, c'est là que je me suis emportée. En plus, je l'ai reprise l'année dernière. Mais on peut comprendre là encore, compte tenu de votre histoire, vous aviez tellement peur. Oui, j'avais. Quel âge aviez-vous quand votre mère s'est suicidée ? C'était en 91, donc. Oui, donc vous étiez déjà, adulte, oui. 34 ans, oui. Oui, enfin, vous avez été très marqué par cela. Donc. Je
Bon, maintenant il faut que votre énergie vous la mettiez à votre service. Vous avez fait à un moment une thérapie pour vous, pour comprendre un peu votre histoire, sortir de ce schéma comme ça de répétition. Quitte à ce que s'il y a des moments comme ça où tout ça vous paraît un peu lourd, vous pouvez toujours avoir quelques séances avec la thérapeute qui vous connaît, et qui peut vous aider ponctuellement là. Vous voyez, sans repartir dans une thérapie. Sans repartir dans une thérapie, mais vous pouvez la voir pour quelques séances. Oui, je me demandais parfois pour pouvoir parler. Oui, parce qu'on sent que vous avez besoin de parler. Mais c'est pas la bonne solution. Pourquoi d'en parler aux amis, je trouve. C'est pas pareil. C'est important, les amis. Face aux problèmes, souvent. Je trouve que c'est mieux. C'est différent, ça n'est évidemment pas du tout la même chose, mais c'est pas du tout la même démarche. Mais c'est important dans la mesure où vous avez des amis d'avoir aussi ce soutien-là amical. Hein. Oui. Les amis vont être très importants dans cette partie de votre vie aussi. Mais vous savez, de mon entourage d'avant, il ne reste pas grand monde. C'est étrange. Il ne reste pas grand monde. 3 amis. C'est souvent comme ça, hein, vous savez, Karine, après une séparation. Il y a toute une vie sociale à rebâtir, à reconstruire. Oui, moi ça ne me dérange pas, mais 3 amis, c'est déjà important, hein. Oui, c'est important quand même. Des vrais amis, vous savez, c'est important déjà, hein. Oui, il n'y en a pas beaucoup parce que 3 personnes, déjà, oui, ça permet... Je n'ai jamais eu d'aide de ma famille, de mes sœurs, mais heureusement que j'ai eu des amis, quoi. Donc, ça compte. Oui, ça c'est très très important. Hein. Oui. Mais vous savez, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la peinture. Oui, ça. Parce que j'ai peint, mais j'ai fait un peu un travail autobiographique. Donc j'ai peint mon père en train de se suicider, le fusil dans la bouche. Mais c'est pas agressif du tout quand on le voit. Je ne sais pas. Il y a des gens qui me disent c'est beau, alors je leur dis mais vous voyez ce que c'est? Est-ce qu'il voit vraiment ce que c'est? Oui, parce que dire c'est beau, quand vous décrivez une scène, on ne peut pas dire, voyez, c'est une scène c'est quelqu'un qui met fin à ses jours et d'une façon extrêmement brutale. Donc oui, je comprends votre question. Il ne voit pas peut-être ce que c'est. Non, il ne voit pas trop. Il ne voit pas, oui. Non, j'ai mis. Donc vous l'avez finalement sublimé dans votre peinture. Oui, je pense que j'ai fait la paix comme ça avec lui. Avec lui et puis tous mes défunts d'ailleurs, tous. J'ai une amie qui s'est suicidée aussi quelques mois avant mon père. Donc elle aussi je l'ai peinte. Et je trouve que tout ça m'a beaucoup aidé. Oui, je comprends. C'est une façon de transcender, de sublimer un peu cette souffrance-là. Oui, je pense que c'est la meilleure des thérapies. Mais les souffrances, je ne m'en rendais pas compte avant. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression d'avoir vécu dans mon monde, dans mon monde d'illusion. Personne n'avait de défaut, tout le monde était... Je trouvais ça... Et puis cette année, je ne sais pas tout... Il fallait peut-être que je passe par là pour avoir les pieds sur terre, plus sur terre, me rendre compte de qui était qui, quoi, autour de moi. C'est-à-dire que... Vous êtes peut-être à un moment protégé et c'était certainement important pour vous. Oui, je pense que j'avais une carapace depuis... Je crois depuis l'âge de 10 ans, depuis l'âge à laquelle j'ai sombré dans la boulimie. Je pense que j'ai dû me forger une carapace. Parce que j'avais été confronté au décès de ma grand-mère et de mon cousin en l'espace de 3 semaines. Et puis eux étaient quand même mon tout. On dormait dans le même lit, on était toujours ensemble, quoi. Et du jour au lendemain, ils sont partis à 3 semaines d'intervalle. Donc pour moi, c'était tout un monde qui s'écroulait. Et puis à l'époque, on vous emmenait pas chez un thérapeute ou... Alors je me suis plongée dans la nourriture. Oui, mais vous avez certainement déjà eu, il y a cette sensibilité, cet imaginaire aussi, qui ont fait que, comme vous dites, vous avez trouvé, je sais pas à quel âge vous avez commencé à peindre. Tard, en 2000. Ah oui, donc c'est très récent. Oui. Mais qui doit effectivement être très libérateur pour vous. Ah oui, ça a été. Vous exposez? Pardon? Vous exposez? Oui, j'expose. Oui. Oui, la dernière, c'était à Arran Capitale, au Grand Palais.
D'accord. Oui, j'expose un peu partout. Mhm. Je prépare pour l'année prochaine. J'ai beaucoup d'offres là, mais pour faire le tri. Parce que j'ai eu des problèmes avec des galeristes aussi, et c'est ça qui m'a beaucoup perturbé cette année. Mhm. J'ai eu un problème assez grave, et puis elle m'a manipulé aussi, donc en fin de compte, je me posais la question pourquoi je me suis toujours fait manipuler sans m'en rendre compte. Ben, ça, vous n'avez pas travaillé là-dessus en thérapie ? Non, je ne pense pas. Non. Non. Moi, j'ai l'impression que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Hein. Enfin, en tout cas, on sent un grand besoin de parler. Ah encore. oui, j'ai beaucoup besoin de parler. Ouais. Moi, je vous encouragerais quand même à retourner peut-être dans cette période un peu troublée là, même si on vous sent très déterminé, hein, très. Et puis, comme vous dites, il y a beaucoup de projets qui se dessinent à vous. De peut-être quand même retourner voir cette thérapeute avec qui vous avez fait du bon travail et comme un peu un soutien et d'aller, vous voyez, pour traverser un peu cette période-là. Oui, peut-être, parce que je l'ai vue là récemment, elle est venue à une de mes expositions, Oui. et quand même à 70 km de chez elle, donc ça m'a fait grand plaisir. Et puis, bon, quand elle a découvert mon travail aussi, elle trouvait que c'était super bien. Bah, c'est formidable, oui, parce que c'est ça, de cette énergie que vous avez retrouvée, vous en avez fait des créations, donc c'est finalement vous en faites de ces souffrances, vous en faites une œuvre. Oui, c'est ça, je crois. Je crois. Et puis les gens se rendent pas compte que ce sont des souffrances, c'est ça qui est. Mais non, c'est ça, marrant. puisqu'ils disent c'est beau, alors que ça part d'événements terribles. Oui, oui. Et surtout l'une des œuvres du père, parce que j'en ai fait plusieurs, donc celle où il met fin à ses jours. Alors à l'arrière, j'ai mis l'origine de ses souffrances, et en avant-plan tout ce qu'il aimait. Et puis sa dernière compagne qu'il retenait sans le retenir, puisque bon, comme elle m'a dit après, il lui manquera, mais l'argent lui manquera beaucoup aussi. Je me suis dit, c'est terrible, parce que quand j'ai vu, comme par hasard, j'ai obtenu, vous savez, mes sœurs cherchaient les extraits bancaires, les chéquiers, et c'est moi qui suis tombée dessus. C'était une petite boîte à chaussures, et quand j'ai vu, mon père ne servait que de banquier. À mes sœurs, à tout le monde. Alors je me suis dit, j'ai compris pourquoi il a mis fin à ses jours. Puisque paraît-il, moi je ne sais pas qui dit vrai là-dedans, de toute façon. L'une disait que l'autre voulait le placer, l'autre disait que l'autre voulait le placer, et puis bon, je ne saurais jamais la vérité en fin de compte. Hein. Et donc quand j'ai vu qu'il servait que de banquier, j'avais dessiné, après sa mort, donc j'ai retrouvé mes sœurs, et ma petite sœur surtout. Donc, elle, je l'avais peinte, écroulée sur lui parce qu'elle était très en pleurs. Elle partait encore toutes les nuits, tous les jours sur la tombe de maman depuis 16 ans. Elle y restait des heures à pleurer. Donc je l'ai aidée à surmonter ça, elle est partie en thérapie et puis elle ne retournait plus au cimetière. Après, quand elle venait chez moi, me ramener sa petite fille pour la garder, je lui disais, tu ne vas pas au cimetière. Elle n'y retournait plus. Vous vous rendez compte, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elle restait assise des heures sur la tombe près de maman. Et donc elle était écroulée à la mort du père. Et ce qui s'est passé à la mort de maman, c'était très très dur. Mes sœurs ont prétendu que maman avait été obligée de vendre tous ses meubles pour que moi je ne reçoive aucun meuble. Elle était obligée de les vendre juste avant sa mort puisqu'elle était dans une situation financière désastreuse. Et ce qui était complètement faux. Mais au niveau de la loi, il me fallait des témoins. On va pas trop rentrer dans les détails de cette affaire-là qui est plus juridique. Justement, au niveau de la loi, je reçois un mail de Patrick qui nous dit que si vous avez hérité de votre mère du terrain sur lequel est la maison, donc familiale, vous pouvez légalement en revendiquer la propriété. La loi est ainsi faite, dit Patrick. Et puis, il y a Emmanuel qui envoie un petit SMS au 7 21 21
qui dit: pourriez-vous laisser mon numéro de téléphone à Karine pour qu'elle puisse me dire où elle expose? Ça m'intéresse, son histoire me touche. Merci si elle accepte. Alors mon cher Emmanuel, on veut bien laisser votre numéro de téléphone, mais encore faut-il que vous nous l'indiquiez, parce que vous avez juste oublié de mettre votre numéro de téléphone. Voilà. J'ai un site internet aussi. Alors vous nous le laisserez hors antenne. D'accord. Et puis Coco qui dit: vous êtes très courageuse vu votre histoire, je vous souhaite un futur apaisé. Coco qui dit: votre bel accent mais familier. Oui, On a également Nelly qui dit: vous êtes très courageuse, il faut penser à vous maintenant. Et alors Janine qui revient sur la question du droit, qui dit: concernant votre bien immobilier, je vous conseillerais d'aller voir votre notaire. En effet, le terrain vous appartient en propre puisque donné par vos parents, et la maison, si elle a été construite pendant votre union, dépend de la communauté. Effectivement, cela risque d'être un peu compliqué, mais votre notaire sera sûrement de bons conseils, dit Janine. Alors, on passe du conseil notarial de Janine au conseil de Nico, qui lui est plus psy, qui dit: Nico, je vous conseillerais juste de voir un thérapeute pour traverser ce moment difficile qui vous en rappelle tant d'autres. Bon courage dans ce passage douloureux, même si la rupture a l'air de vous faire plutôt du bien. Tenez bon, vous dit-il. Et on accueille Annick qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Annick. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir dans votre vous en émission. prie. Voilà, Bienvenue. j'ai écouté le témoignage de Karine et en définitive, je me suis retrouvée tout à fait dans tout ce qu'elle a dit, quoi. Et donc, ce que je voulais lui dire, c'est que, en définitive, ça met du temps pour s'en remettre, mais on y arrive. C'est très dur. Comme elle, j'ai été hospitalisée en psychiatrie 3 fois. J'avais un mari alcoolique qui finissait par devenir violent. Je suis partie comme ça, sans meubles, sans rien. J'ai tout laissé. J'ai quitté mon travail, j'ai tout laissé. Je me suis reconstruite une vie sociale pendant 2 années. Et là, je suis repartie. Je me suis installée dans un petit appartement. C'est pas grand, c'est petit, c'est à moi. Ce qui me fait tenir, c'est que je fais beaucoup de bénévolat, ce qui m'apporte énormément. Et s'occuper, avoir des amis, sortir de temps en temps. Et je voulais dire à Karine que franchement, quelquefois, il faut mieux vivre seul que mal accompagné. Et j'espère pour elle qu'elle arrivera au niveau de tout ce qui est problème avocat, notaire, que pour elle ça va se résoudre, mais il faut qu'elle se dise que c'est très très long. C'est relativement très long, mais on y arrive. Et ce que je lui conseille, par contre, c'est de continuer sa thérapie, parce que ça c'est primordial. Parce que les amis, on se confie aux amis, mais c'est pas la même chose. Ah oui, non, c'est pas du tout. On ne parle pas de la même façon. Voilà. Et moi, je continue. Depuis des années, j'ai une thérapie et quand je suis partie, maintenant, je suis bien, mais je continue toujours ma thérapie. Merci beaucoup Annick de ce témoignage. Vous avez été très très concise, très claire. Voilà, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Mon mari aussi, en définitive, un petit peu comme Karine, m'a fait du chantage au suicide. Mais moi, par contre, je n'ai plus de relation du tout avec lui, par contre, ni par lettre, ni par téléphone. Pour moi, si vous voulez, il est pratiquement sorti de ma vie. Ça fait plus longtemps aussi que vous êtes séparés. Écoutez, moi je suis partie en 2005. Voilà, alors que Karine, ça date du 2 octobre dernier. Voilà, c'est pour ça que je veux dire à Karine que c'est très long, mais qu'il y a des bons moments, il y en a des mauvais, mais que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci beaucoup Annick. Je vous remercie beaucoup de votre émission. Je vous écoute tous les soirs et c'est du bonheur. Écoutez, c'est un plaisir de vous entendre en tout cas. Écoutez, donc à une prochaine fois. Bonne soirée et je dis surtout, Karine, tenez le coup. Vous savez, la vie est belle. Elle vaut la vie d'être vécue.
Ah, ça oui. Allez, au revoir. Au revoir Annick. Merci. Et écoutez Karine, merci de votre témoignage. Emmanuel vient de laisser son numéro là par SMS, donc je vous propose de ne pas raccrocher. Si vous le souhaitez, on va vous communiquer son numéro puisqu'il voulait savoir éventuellement où vous exposez. Et puis écoutez, je vous souhaite bonne route pour la suite. Oui, et beaucoup d'auditeurs dont Chantal qui disent que effectivement il faut vous voir auprès de votre notaire concernant quand même cette histoire de maison. Oui, mais le problème savoir ce qu'il en est. Si lui Voilà. s'oppose à la vente, si mon époux s'oppose à la vente, elle sera vendue par adjudication. Et c'est ça que je vais éviter, parce que là, justement... Vous pouvez demander à votre notaire ce qu'il en est, hein, ça ne vous engage à rien. Oui. En tout cas, un dernier message de Valérie par mail qui dit « Vous avez traversé de dures épreuves, vous avez beaucoup de courage. Votre témoignage me touche, car j'ai moi-même été touchée par le suicide de ma mère. Comme vous, je suis sortie plus forte de ce drame le jour où j'ai décidé de tourner la page en décidant de laisser les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Bon courage à vous, Karine. » vous dit Valérie. Voilà. Oui, mais elle a raison. Moi, je les ai pas dans leur nouvelle vie, donc ce côté-là, je pense que tout est réglé. Il reste que les problèmes du divorce. Oui, mais ça, vous avez réglé des problèmes plus difficiles. Oui, je pense que c'est plus difficile. Seulement, vous savez, vous parliez de notre fils. Je ne veux pas l'impliquer. Je pense qu'il a assez souffert de tout ça. Puisque lui, à l'époque aussi, a sombré dans la boulimie quand moi j'allais pas bien, quand j'étais en HP. Il y a un peu une identification à vous, certainement. Mais il va suivre sa vie de jeune homme maintenant. Oui, il me ressemble. On voit que vous êtes combative et que vous ne subissez plus la situation. Oui, donc je ne veux pas trop lui en parler pour le préserver, puisque il est enfant unique en plus, c'est l'enfant unique. Vous avez raison. Mais allez en parler, parce qu'on sent que vous avez quand même un grand besoin de parler. Hein. Oui, j'ai besoin de parler. Oui, c'est ça vrai, s'entend. Si je ne devais pas ça s'entend. Merci en tout cas Karine et bon courage à vous. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Et on accueille maintenant, je crois, Eliane. Bonsoir Eliane. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord, merci de m'accueillir à votre émission. Je ne sais pas si je peux expliquer mon désarroi dans lequel je me trouve. Voilà, je voulais passer ce petit message sur votre antenne puisque vous acceptez de me prendre. Dimanche, je suis allée à un spectacle. Je peux dire à l'endroit ou on ne dit pas? Je ne sais pas. Un spectacle? Oui, bien sûr, vous pouvez en parler. Oui, j'étais allée donc au pavillon Baltard. Oui. Voir un spectacle formidable. J'ai passé la journée. Le soir, après, j'avais donc une invitation pour un restaurant porte-maillot. Donc, je citerai pas le nom. Et le soir, en rentrant dans ma voiture, je m'aperçois que j'avais plus la broche que j'avais mise sur ma robe. Cette broche, j'y tiens énormément parce qu'elle avait été faite par un créateur et elle m'avait été offerte pour mes 16 ans. C'est une petite balance qui représente mon signe astrologique puisque je suis née sous le signe de la balance et cette petite broche fait une petite femme avec au bout de ses bras des petits plateaux sur lesquels il y avait 2 émeraudes, une émeraude sur chaque plateau. Donc j'y tiens beaucoup et on est un peu avant Noël, je crois plus au Père Noël, mais je me dis peut-être qu'il y a encore dans ce monde des gens honnêtes. Si elle n'a pas été piétinée, si elle a été trouvée par quelqu'un qui aurait un peu de cœur, s'il pouvait se faire connaître, et je ne sais pas par quel moyen. Je sais que j'ai téléphoné un peu partout, y compris dans un commissariat de police qui m'a fait des démarches auprès des commissariats des endroits où je suis passée. Mais si personne la rapporte dans un commissariat, je peux pas la retrouver que sur votre antenne. Peut-être qu'en entendant mon message... Ah, c'est parce que, oui, vous espérez que quelqu'un éventuellement aurait retrouvé votre broche. Oui, je sais pas, je fais croire au Père Noël, voyez-vous. Ah oui, parce que je me dis, si elle n'a pas été piétinée, si quelqu'un l'a trouvée, sans aller dans un commissariat la rapporter, mais en voulant la garder, si des fois mon appel... c'est une bouteille à la mer, là. Oui, mais j'ai tout essayé. Hein. J'ai téléphoné partout, j'ai tout fait. Et vos recherches n'ont rien donné pour le moment. Elle vous avait été offerte à l'âge de vos 16 ans par qui? Oui,
par un bijoutier créateur que j'avais connu par des amis et m'avait trouvé gentil, certainement. Et puis, il voulait me faire part de ses créations. Et il m'avait offert cette broche en or qui faisait quand même 16 grammes 80 d'or. Enfin, voilà. Donc, comme c'est une émission de cœur chez vous, Caroline, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui l'aurait trouvé, qui aurait un peu de cœur, voilà. Mais écoutez, le message, oui, là, oui, d'habitude on passe pas ce genre d'appel, mais bon, écoutez, si quelqu'un, bon, c'était dimanche, hein, c'est ça. C'était dimanche au pavillon Baltard. Au pavillon Baltard. Si je l'ai perdu à Baltard, si je l'ai perdu au Concours de Lafayette, restaurant, j'ai téléphoné 6 fois, il l'avait pas trouvée. Oui. Est-ce qu'elle a été trouvée dans la rue, vers l'Odéon où je suis passée? Enfin voilà, donc je sais pas, s'adresser à un commissariat de police de l'endroit où j'habite, peut-être, ou par votre antenne, ou par mon numéro. Comment dois-je pratiquer? Ah bah écoutez, si quelqu'un a quelque chose, nous vous transmettrons. Voilà, nous avons votre numéro de téléphone et nous vous transmettrons. Caroline. Nous ne pouvons que faire ça. Et vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Voilà, contacter les commissariats. Que ma tête n'accepte pas, tant que mon cerveau n'accepte pas de perdre cette broche que vous avez depuis depuis 70 ans. Vous avez 70 ans. Oui, donc vous l'avez toujours eu avec vous quasiment. Toujours eu avec vous. Je sais pas donc j'ai mis pour aller à cette représentation, mais enfin voilà. Donc c'est un bijou de valeur sentimentale et de valeur aussi. Et je pense c'est ce qui est bien embêtant, oui, parce que effectivement. Je suis du signe de la Balance, donc c'est un signe très sensible et qui tient beaucoup à ses affaires. Voilà. Et je retrouverai jamais ce genre de broche puisque ça n'a pas lieu d'être, puisque ça a été fabriqué pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, le message est lancé, Eliane, et si jamais votre bouteille à la mer et arrive quelque part, bien sûr, nous transmettrons, hein, évidemment. Voilà, nous avons votre numéro de téléphone et nous le transmettrons. On ne sait jamais, voilà. On ne sait jamais. Il faut y croire, que si on n'y croit pas, rien ne peut arriver. Donc peut-être la chance, ou peut-être que quelqu'un l'a trouvé, voilà, et vous la ramènera. On croise les doigts pour vous, Eliane. C'est gentil, Caroline. Je vous en prie. Merci de m'avoir pris sur votre antenne et bonne émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir Madame Bonsoir. Caroline. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Voilà, je voudrais vous demander, c'est au sujet de ma fille qui a 23 ans, qui est addicte à l'alcool et à la drogue depuis l'âge de, je crois, 14 ans, 15 ans. Oh oui, 14 ans, 15 ans. Ecstasy, cannabis, cocaïne, freakbiz. Enfin, elle a été très très loin, très loin. Très jeune, oui. Ah oui, très loin. Elle n'est pas du tout structurée. Bon. Elle a quel âge maintenant? Elle a 23 ans et après 23 ans, c'est ça. Elle a 23 ans après 3 séjours de 15 jours en HDT de ma part en hôpital psychiatrique. Donc hospitalisation à la demande d'un tiers. Oui, la mienne. La première c'était à la sienne. Et j'ai signé un papier, heureusement, parce qu'elle voulait sortir le lendemain. La deuxième, c'est après une tentative. Et la troisième, après une tentative. Là où mon appel est, elle est sortie. Cette fois-ci, elle va très mal, là. Elle a un traitement très lourd. Elle va pas très très bien. Parce que c'est quelqu'un qui voit tout en rose ou tout en noir dans son monde. Et quand elle voit vraiment en noir, c'est vraiment noir. C'est vraiment noir. Mon appel est, alors donc ils lui ont donné des rendez-vous. La deuxième fois, elle n'a pas voulu le faire. Les suivis, elle était dans le déni. Elle voulait pas suivre une psy par le CMPP, parce que vous savez quand ils sortent de l'hôpital psychiatrique, ils ont des rendez-vous en CMPP. Oui. Bien sûr. La structure qui est très bien. Bon, la première fois, elle n'a pas voulu le faire. La deuxième spécialisée dans les problèmes de toxicomanie, là, j'imagine. Je ne sais pas ça. On lui a elle n'a pas voulu le faire la première fois, la deuxième fois, la troisième fois oui. La deuxième fois oui, elle a vu quelqu'un. On ne sait pas s'il est spécialisé en quoi, parce que je ne peux pas savoir.
Donc elle l'avait vu. Au bout de 3 mois, elle était clean. Elle touchait à rien. Elle a recommencé là. Donc là, elle a recommencé. Donc elle revient de sortir depuis à peu près une petite semaine. Mais là, cette fois-ci, elle est très atteinte. Et elle a un traitement très très lourd. Bon, mais de substitution, vous voulez dire? Comment? Un traitement de substitution, vous voulez dire? Non, c'est un traitement médicamenteux, mais il est lourd, c'est-à-dire il est beaucoup plus que la... Oui, mais c'est un traitement de quel ordre? Elle prend des somnifères, elle prend des neuroleptiques, troubles de l'humeur, elle prend un médicament de troubles de l'humeur. Mais oui, mais en même temps, il n'y a pas forcément le choix, non? Ah oui, bon. C'est un psychiatre qui lui a prescrit? Oui, le docteur psychiatre. Ah oui, non, mais là, bon, je sais pas si elle le prend vraiment, je sais pas, mais je sais qu'elle va pas très très bien. Donc les rendez-vous sont un peu loin. Moi, mon appel, c'était pour vous demander, est-ce que parce que le médecin qu'elle avait vu la deuxième fois, bon là il est en vacances, donc elle va avoir que un rendez-vous, c'est dans 15 jours, 3 semaines, c'est long. Elle a vraiment besoin de parler, d'avoir un suivi, d'être maintenue. Est-ce qu'on est obligé, oui, qu'elle ait toujours un suivi avec ce docteur-là, au CMPP, mais est-ce que à l'extérieur je dois faire quelque chose? C'est-à-dire est-ce qu'elle doit voir quelqu'un d'autre en plus et un psychiatre, un psychanalyse, enfin je sais pas, je suis perdue, moi je ne connais pas. C'était ça ma demande. En plus du CMPP. Mais au CMPP, elle doit être suivie en principe par un psychiatre et un psychologue ou psychothérapeute. Non, elle est vue que par un psychiatre, mais seulement il est souvent en vacances, les rendez-vous sont tous les 15 jours, il y a des fois 3 semaines. C'est ça que la deuxième fois, c'était comme ça. Elle a été 3 mois, elle était très bien, très clean. Elle est repartie et 3 jours après, elle a rechuté. Et là, on recommence, on est à la case départ. Non, mais le problème, si effectivement elle le voit que tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, c'est assez embêtant. Ben oui, c'est ça justement. Alors, c'est le problème, mais oui, mais c'est le problème malheureusement, si vous voulez, de la psychiatrie, ils ont un nombre de demandes considérables et ils sont débordés, Oui, c'est vrai. Ils font ce qu'ils peuvent, il faut dire ce qui est, mais c'est pour ça qu'il y a des listes d'attente pour les rendez-vous et que malheureusement ils aimeraient pouvoir donner des rendez-vous plus rapidement, ils aimeraient pouvoir donner des rendez-vous plus souvent, mais ils sont débordés par la demande. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi justement, je me dis, est-ce que parce que c'est très long et on voit vraiment qu'elle va très mal. Hein. On peut pas. Est-ce que moi ma demande était, est-ce qu'on peut la faire suivre en dehors, mais par qui, comment, c'est quel pour l'aider parce que. Ça serait bien à ce moment-là de voir avec le psychiatre qui la suit au CMPP en disant, en expliquant un peu la situation. Lui-même de toute façon doit bien en avoir conscience, que s'il ne peut lui proposer des rendez-vous malheureusement que tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, que c'est compliqué et que c'est peut-être pas suffisant compte tenu de l'état de votre fille. Donc peut-être que lui, oui, pourrait à ce moment-là vous orienter vers quelqu'un dans une autre structure ou vers vous êtes dans je veux pas vous dire, vous êtes à Paris, vous êtes en province, vous êtes à Paris. Mais une consultation extérieure, je vois pas pourquoi ils s'y opposeraient, parce que je vous dis, malheureusement, ils aimeraient pouvoir faire plus dans ces centres, mais ils n'en ont pas la possibilité matériellement. Oui. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui serait complémentaire avec lui, qui est psychiatre?
si on doit chercher en plus à l'extérieur? Eh bien, si vous voulez, ça pourrait être lui pourrait l'avoir en tant que psychiatre pour son traitement, Oui. et donc l'avoir pour le suivi médical, pour le bilan, les renouvellements d'ordonnances. Oui. Et par ailleurs, elle pourrait voir un psychanalyste, psychothérapeute, mais vraiment enfin spécialisé dans ces problèmes de toxicomanie. Ah voilà, spécialisé dans Ah la oui, ça il faut vraiment quelqu'un de spécialisé. Oui, et où est-ce qu'on trouve vraiment la liste de ces genres de personnes? Ah, il n'y a pas une liste, hein. Non, il y a pas de liste. Il y a des structures que le psychiatre, à mon avis, dans le CMPP connaît, hein. Ah d'accord, c'est avec lui que S'il je dois voir. reçoit votre fille, oui, qui a ce comportement d'addiction, il les connaît, hein. C'est un CMPP à Paris. Il y a des centres à Paris. Ah oui, donc c'est avec lui que je dois demander. Bah, je pense, bien sûr, parce que c'est quand même lui là qui suit pour le moment votre fille. Donc, je pense qu'il ne s'opposerait pas du tout au fait que vous puissiez voir quelqu'un à l'extérieur, hein. Il n'y a pas de raison. Ah non, parce que moi je vois bien, parce qu'elle va très très mal cette fois-ci. Hein. Ben oui, mais parce qu'elle aurait besoin de rendez-vous plus réguliers. Oui, c'est ça, oui. Elle aurait besoin d'un suivi plus régulier. Oui. Alors en plus, si vous voulez, je ne sais pas quelle est sa personnalité, la structure de sa personnalité, et puis il y a le fait que les drogues en elles-mêmes peuvent altérer la personnalité, peuvent créer des troubles psychiques. Hein. Oui. Donc il faut pouvoir mesurer tout ça. Bon, d'accord. Mais vraiment, parlez-en avec le psychiatre qui la suit. Il sera certainement de bons conseils. Hein. D'accord. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie, bon Merci courage, beaucoup, Chantal. Bon courage. Au revoir. Nous sommes ensemble encore pour un peu moins d'une petite heure et vous pouvez appeler bien sûr le 39 21. Alors pas si vous avez perdu quelque chose, hein, c'est pas le propos, je le rappelle, de cette émission, mais si vous êtes confronté à une situation qui vous tourmente, si vous vous sentez un peu seul en ce moment, si vous avez des difficultés dans votre couple, avec vos enfants, dans votre famille, si vous êtes un peu en souffrance dans votre travail, eh bien, je suis tout à votre écoute. Et puis, bien sûr, à tout moment, vous pouvez réagir aux propos que vous entendez sur l'antenne en nous écrivant sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21. Code nuit. Un petit message justement de Joss qui dit: je suis sensible moi aussi, je suis Sagittaire et je viens de perdre à l'instant mes 60 ans. Si quelqu'un les retrouve, merci de téléphoner à Europe 1. En tout cas, ma chère Joss, vous n'avez pas perdu votre humour, c'est très joliment écrit. Très bel anniversaire à vous. Et puis le subversif qui rebondit sur le témoignage de Chantal, qui était bien en difficulté dans sa relation avec sa fille, là, qui a des problèmes de toxicomanie, qui dit: c'est siégeant dans sa haute bienveillance sous les lambris du Conseil de l'ordre, l'opinion avertie du bon docteur Emma serait ici bienvenue. Eh oui, c'est vrai, mais le bon docteur Emma doit se débattre avec les problèmes de ses patients, hein. C'est ça, là, elle travaille dur, Emma, maintenant. Donc, je ne crois pas qu'elle soit là ce soir. Mais en tout cas, bon, c'est important que Chantal en parle au psychiatre, puisque c'est le médecin référent de sa fille. Et si lui ne peut pas la recevoir plus souvent, malheureusement, au CMPP, il peut toujours l'orienter peut-être vers un hôpital de jour, vers une structure spécialisée. Et même si Annie dit à juste titre, les psychiatres sont parfois susceptibles, oui, ça peut arriver, mais enfin, s'il ne peut pas la recevoir faute de place, malheureusement, je ne vois pas pourquoi il verrait un inconvénient à continuer à la suivre sur le plan médical par rapport à son traitement, mais à ce qu'il y ait une prise en charge psychothérapeutique à côté. On va maintenant accueillir Aïcha. Bonsoir Aïcha. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame Caroline, ça va? Ça va et vous? Ça va, très bien.
Moi, je veux écouter tous les soirs. Merci. Et ça me fait de bien de vous écouter. Ça me fait vraiment de bien. Bon, bah tant mieux. Alors là, vous avez quelques soucis avec votre mari au sujet de votre petit garçon qui a 13 mois. Oui. Et qui fait déjà pas mal de bêtises, vous avez dit, au standard. Non, c'est pas ça, je crois, je me suis trompée. Bon. J'ai dit, je suis mariée avec un homme, c'était avec une grosse histoire d'amour, et je fais avec lui un petit enfant. Mais lui, il était déjà marié, et il avait 2 enfants avec son ex. D'accord. Lui a déjà 2 enfants. Oui, 2 petits garçons, oui. D'accord, 2 petits garçons. D'accord. Et alors, le petit garçon, au début, il m'aime beaucoup, mais le grand, il m'aime pas du tout. Il a quel âge, le grand? Le grand, il a entre 11 ans et 12 ans. D'accord. Et moi, je fais tout, mes possibles, ça fait 2 ans, je fais tout pour qu'il m'aime, mais il est très difficile de l'aimer. Moi, je le comprends parce que j'ai pris la place de leur mère, mais leur mère, elle aussi, elle a refait sa vie, et moi aussi, j'ai le droit de refaire ma vie. Donc, alors, tout le temps, quand elles sont avec nous, tout le temps, j'ai quelques disputes avec mon mari, tout le temps, il y a des problèmes. Donc, à chaque fois, on fâche à cause des enfants, on reste 4 jours, 5 jours, chacun dans sa chambre, on se parle pas, on mange pas ensemble, comme des étrangers. Et voilà, donc moi, je dis, si ça continue comme ça, je peux pas continuer. Je vivre pas heureuse. Et à chaque fois, à cause des enfants. Et pour ça, je voudrais que vous me conseillez qu'est-ce que je dois faire. Bah, c'est jamais tout à fait à cause des enfants. Évidemment, c'est pas simple de cohabiter avec les enfants nés d'un précédent mariage, c'est vrai. Mais les enfants, vous savez, pour eux non plus, c'est pas simple d'avoir à vivre avec une nouvelle femme. Oui, c'est vrai. Et il faut qu'il s'habitue, et c'est pas forcément qu'il ne vous aime pas, mais c'est que il faut qu'il s'habitue. Il lui est arrivé en plus un petit frère là. Enfin bon, il a 13 mois maintenant, mais il faut qu'il trouve sa place, et puis peut-être que vous savez pas ce qui se passe avec sa mère de l'autre côté. Voyez, peut-être que sa mère leur monte un peu la tête contre vous. Oui, moi, je suis sûre parce que aussi j'ai un souci avec mon mari à cause d'elle, mais aussi le petit garçon, le petit Julien, moi je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, on fait des gâteaux ensemble, j'ai essayé à faire des jeux avec eux et tout ça, mais l'autre il est toujours loin de moi, le grand il est toujours loin de moi. Toujours il fait le contraire. Par exemple, moi je veux regarder une émission, lui il veut regarder les dessins animés, moi je veux ouvrir la fenêtre. Il fait tout le temps le contraire. Moi j'ai froid, lui il a chaud. C'est pareil partout. C'est dans la maison, dans la piscine, dans la voiture, pareil tout le temps. C'est vrai, je suis moi l'adulte, mais je sens comme je suis devenue petite, trop petite à côté des petits problèmes. Je me sens très très faible en ce moment. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à régler mes problèmes personnels, j'arrive pas. Mais c'est quoi vos problèmes personnels, Aïcha? C'est que je suis pas heureuse, que voilà, je sais pas, le petit garçon des fois ils font des bêtises, mais lui là fait trop de bêtises. J'arrive pas, c'est comme un grand. Est-ce que vous comprenez? Il fait à moi des pièges, par exemple. Un jour, il a déchiré sa photo. Il a dit, regarde, papa, c'est Aïcha qui a déchiré ma photo. Par exemple, il a cassé un jour son lit. Il a dit, c'est Aïcha qui l'a... Tout le temps, comment on dit? Il dit des choses que c'est pas vrai. Et son père, il le croit. Mon mari que j'aime, il le croit. Et pour ça, je peur de perdre mon mari
à cause de rien du tout. À cause des bêtises, voilà. Ça fait une semaine, mon mari il m'a dit, moi je sais que tu l'aimes pas mes enfants. Mais je dis, écoute, si je l'aime pas, pourquoi j'ai accueilli eux chez moi, pourquoi? Oui, non, il faut essayer il faut qu'il vous aide là, Aïcha, dans cette situation et lui dire que c'est pas que vous n'aimez pas ses enfants, c'est que c'est compliqué, notamment avec le plus grand, parce que c'est forcément il faut pour lui aussi ça doit être compliqué et qu'il fait en sorte de pas vous rendre la vie facile et de toujours créer des tensions entre vous et lui. Donc évidemment, s'il est toujours là à vous créer des problèmes, vous allez pas être là, le prendre dans vos bras et l'embrasser, voyez. Donc votre mari, il simplifie trop les choses en disant tu l'aimes pas. Alors lui, il est pris dans une drôle de situation parce que évidemment, vous pouvez pas lui demander de choisir entre vous et son fils. C'est insupportable pour lui. Il va prendre la défense de son fils. Surtout s'il a l'impression que vous ne l'aimez pas. Moi, il m'a dit même je t'aime, même tu es l'amour de ma vie. Il m'a dit il faut que je choisisse. Et moi, je choisis mes enfants. Il m'a dit. Mais évidemment, il réagit dans un sens, ça montre qu'il est très protecteur, parce que il n'y a pas à faire de choix. Mais il faut qu'il comprenne que peut-être que lui parle avec son fils en disant bon, voilà, Aïcha maintenant c'est ma femme et avec elle, je te demande d'être gentil et en tout cas de la respecter et de pas sans arrêt l'embêter. Mais alors, tu es pas obligé de l'aimer. Je crois qu'il faut. Vous savez, le problème, c'est que après tout, je vais dire une chose au risque de choquer. On n'est pas obligé d'aimer les enfants de l'autre, et les enfants sont pas obligés de vous aimer. Si on se disait ça dès le départ, peut-être que ça enlèverait un peu de poids. Parce que, après tout, on choisit au départ un homme ou une femme, on choisit pas ses enfants. Bah oui. Ses enfants et les enfants non plus vous choisissent pas. Et puis, tant mieux. Dans la plupart des cas, on apprend, on s'apprivoise, et puis on finit par sympathiser, et puis même finalement par les aimer. Mais si au départ on se disait pas à tout prix je dois les aimer, ou les enfants se disent je dois aimer cette femme ou cet homme, non, on s'est pas choisi au départ. Il faut faire avec. Donc il faut se donner du temps, mais souvent il y a cette pression de dire voilà, maintenant on est une famille, il faut que tout le monde s'aime. Mais même dans une famille, regardez, des frères et sœurs, ça se dispute. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas d'amour, mais ça se dispute aussi. Mais on l'accepte moins quand il s'agit d'une famille recomposée. Or c'est compliqué une famille recomposée. Alors vous, il faudrait que vous preniez un peu de recul, Aïcha, en vous disant que c'est pas vous ce que vous êtes, votre personnalité, que c'est pas parce qu'il vous aime pas, c'est que ce petit garçon, il est encore jeune, il a 11 ans, il est un peu déchiré, certainement que il se dit que peut-être que s'il vous apprécie, s'il est gentil avec vous, il trahit sa maman. Oui, c'est vrai, c'est ça ce que je comprends. Parce que moi, le jour que je comprends ça, parce qu'un jour, je lui dis, je veux t'acheter un très très bon cadeau. C'est le Noël dernier, de l'année dernière. Donc, il m'a dit, moi, j'ai pas besoin de ton cadeau. Ma mère, elle va m'acheter mieux que toi. Voilà, vous voyez la compétition, ça a le mérite d'être clair. C'est-à-dire que, voilà, vous voulez lui faire plaisir, et puis finalement, il vous dit, j'en veux pas de ton cadeau, celui de ma maman, il sera forcément plus beau. Mais oui, bien sûr, mais voilà, c'est-à-dire que au fond, ce qu'il vous dit, c'est j'ai pas le droit de t'aimer parce que maman elle l'accepterait pas, et puis moi si je t'aime, peut-être que ma maman elle va moins m'aimer. Vous voyez, il est tiraillé. Ouais. Donc je crois, et peut-être que là il faut lui dire, bien sûr que ta maman dire tu sais, moi ta maman je veux pas la remplacer. Et ta maman, elle doit être forcément, ça doit être une super maman.
Oui, mais moi, je le dis pas le contraire. Même, je fais des fois des gâteaux, je le dis, Amine, pour ta maman aussi, chez vous, à la maison. Donc, je montre pas que, c'est vrai, des fois, je suis jalouse. Pourquoi? Parce que son ex, il vient à la maison, à côté de la maison, elle parle longtemps avec mon mari. Donc, tout ça, je l'accepte. Parce que c'est normal. Mais les choses que j'accepte pas, c'est que il me respecte pas et qu'il m'arrive des soucis. Moi, je suis mariée. Pourquoi je suis mariée? Pour être heureuse. Mais je suis pas mariée pour être malheureuse. Non, mais c'est pour être malheureuse, je préfère séparer que rester parce Aïcha, que je suis pas assez forte. Vous avez raison. Vous êtes pas mariée pour être malheureuse. Et vous avez raison de ne pas accepter, de ne pas être respectée par votre beau-fils. Ouais. Bon. Et ça, votre mari doit vous aider à être respecté. Et donc, c'est important que lui aussi parle à son fils et en disant « Je n'accepterai pas que tu parles mal à Aïcha ou que tu ne la respectes pas. » Oui, c'est vrai, mais les choses que j'ai remarquées beaucoup, mais c'est trop, c'est trop. Par exemple, quand elle est là, son père, il montre qu'il est très gentil avec moi. Mais quand il est pas là, et il fait comme il me connaît pas, je le parle, il répond pas, il fait que les bêtises, voilà. Donc je dis, c'est comme quand il a peur de son père qu'il soit pas content de lui. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien. Mais c'est votre mari devrait comprendre que forcément son fils n'a pas la même attitude quand il est là et quand il est absent. Il est malin, il est intelligent. Ça. Oui, mais son père, il savait pas qu'il est comme ça avec moi quand il est pas là. Mais oui, donc, parce que il se dit, oh là là, est tellement, vous voyez, on veut tellement croire ses enfants, enfin avoir une tellement bonne image, dire non, c'est pas possible. Et comme dit Sandrine, il vous met, c'est comme si vous mettez un peu sur le même plan que les enfants et vous considérez comme une petite fille, c'est-à-dire comme si c'était vous aussi la menteuse. Alors que c'est normal que ce jeune garçon n'ait pas le même comportement quand son père est là et quand il n'est pas là. Donc je crois qu'il faut vous apaiser, Aïcha, et dire évidemment quand tu es là, il sait très bien que tu n'accepterais pas. Voyez, il sait très bien que tu n'accepterais pas qu'il me parle mal, mais quand tu as tourné le dos, il y a plus d'autorité, donc à ce moment-là, avec moi, il me met à l'épreuve. Mais il faudrait pas que vous en soyez aussi affecté, aussi éprouvé. Non, mais moi, je fais au début de mon mariage. Je lui dis, regarde ce qu'il a fait à moi, regarde ce qu'il a cassé, tout le temps. Après, je fais semblant. Même il me fait du mal, son fils, je garde pour moi. Je le raconte rien à mon mari pour il dit pas. Parce que quand je le raconte, il me dit, tu me dis exprès ça pour que je punis mon fils. Je dis non. Pour que tu comprends pour que tu le dis, tu fais pas ça, c'est pas pour que tu le punis. Il vit avec vous combien de fois Une semaine sur 2. Bon, est-ce que alors en plus une semaine sur 2, est-ce que vous êtes autorisé à finalement le punir s'il fait des bêtises? Non. Pourquoi? Pas du tout. Parce que moi, j'ai pas autorisé de donner à l'éducation parce que c'est à leur père et leur mère. Oui, mais alors, vous voyez, c'est le problème des gardes alternées parce que, évidemment, quand on a l'enfant qu'un week-end, par exemple, c'est compliqué pour le beau-père ou la belle-mère d'être dans la prise en charge de l'éducation. Mais autant je trouve dans les situations de garde alternée où finalement l'enfant passe une semaine sur 2 chez son père et l'autre semaine chez sa mère, et donc éventuellement avec un beau-père ou une belle-mère, d'une certaine façon, le beau-père ou la belle-mère est aussi impliqué dans l'éducation de l'enfant. Oui, quand je dis pourquoi ça, il faut pas faire ça. Par exemple, au niveau de l'éducation, je dis il faut pas ça, c'est pas poli, ça c'est pas gentil. Il aime pas ça. Il a dit chez ma mère on fait ça, donc ça sert à rien que. Oui, mais vous pouvez lui dire chez ta mère tu peux faire ça, mais chez ton père et moi il y a des règles différentes.
À 11, entre 11 et 12 ans, il peut le comprendre. Mais j'essaye, mais des fois c'est sa mère mais qui si vous voulez, c'est avec votre mari qu'il faut en parler, Aïcha. Hein. Mais franchement, je veux juste vous dire la vérité, j'ai parlé plusieurs fois, longtemps. Là, je peux plus parler parce que à chaque fois je parle des enfants, à chaque fois on dispute, on fâche. Alors, ça y est, on peut pas. J'arrive pas. Pour ça, j'ai appelé vous parce que j'arrive pas à parler avec lui à ce sujet-là. J'arrive pas. Oui, mais alors pourtant... Il me dit, excuse-moi, il me dit c'est toi l'adulte et eux, ils sont des enfants. Oui, mais alors justement, vous êtes adulte et c'est à vous de vous faire respecter, certes, mais justement, c'est aussi à vous de mettre des limites. Si vous pouvez pas mettre de limites, ils vont en abuser. C'est vrai, vous pouvez lui retourner cet argument-là. Oui, c'est vrai. Parce que si finalement vous pouvez mettre aucune limite, ils vont en abuser largement. Ouais. Ouais, je sais pas. Et puis, dites-lui aussi à votre mari qu'après tout, maintenant, cette situation vous rend malheureuse, que vous avez l'impression qu'il ne comprend pas votre désarroi et que c'est votre couple qui en pâtit. Ouais. Au point même de songer, au fond, à une séparation. Oui, mais moi, je sens la séparation, elle arrive, elle est en train, elle est dans la route. Je sens ça. Mais parlez-en avant avec votre mari en disant que cette situation vous rend profondément malheureuse, que vous n'arrivez pas, vous ne vous sentez pas comprise et au besoin allez voir quelqu'un d'extérieur pour en parler, hein, parce que si vous ne vous sentez pas comprise. Des fois, je crois que ça vient de moi. Je dis peut-être je suis jalouse. Moi aussi, je suis jalouse de eux. Peut-être c'est moi que je jalouse de qui? Des enfants? Je me suis posé la question d'abord avant que je fâche, mais après je me suis trouvée normale. Je dis j'ai le droit de vivre heureuse, j'ai le droit de dire les choses par exemple les choses que je suis pas contente de eux, voilà. Donc des fois, ces situations sont compliquées, oui. Il y a des moments où vous éprouvez de la jalousie parce que vous avez le sentiment que votre mari finalement prend la défense de son fils à vos dépens. Oui, tout le temps. Et je sens, par exemple, donc vous ne vous sentez pas reconnue. Oui, des fois je sens égoïste parce que quand je suis tombée amoureuse de lui, j'ai pas connu au début ses enfants. On est resté amoureux pendant 2 ans. Et après, je me suis trouvée que lui, il a un amour de ses enfants plus fort que l'amour qui est entre nous. Donc, non, c'est pas le même. C'est là où c'est pas le même amour. Oui, j'ai compris que c'est pas le même. Voilà. Mais moi, j'ai compris il protège ses enfants là où, en tant qu'adulte, il pense ne pas avoir à vous protéger. Mais en revanche, il a à vous donner une place. Et là, il doit vous y aider. Ouais. Parce que ça vous fait perdre confiance en vous, comme le dit Claire. Hein. Oui, vous avez raison. Mais des fois, moi, je sens jalouse. Par exemple, quand on regarde un film ensemble avec les enfants, par exemple, moi, je prends les bras à mon mari, je le mets comme ça dans mes bras, ou lui, il me met dans les bras. Donc, d'un coup, il vient, le grand toujours, il vient, il me pousse et il couche sur son père. Il a besoin de ça, mais moi, des fois, je sens que... Et comment réagit votre mari? Lui, il le prend dans ses bras, il s'en fout de moi, et pour ça... Ça me fait un petit peu, je sens un petit peu jalouse à cette côté-là. Oui, mais là, effectivement, il pourrait lui dire, attends, je fais un câlin avec Aïcha et tout à l'heure, je ferai un câlin avec toi. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien que lui aussi est jaloux de vous. Oui, c'est-à-dire qu'il cherche à vous éloigner l'un de l'autre et il y réussit. Donc il ne sait pas aussi, votre mari, comment se comporter. Hein, c'est-à-dire que mais le problème c'est que on voit bien aussi une des raisons de votre chagrin et de votre peine, c'est que attention de ne pas vous mettre sur le même plan que cet enfant, Aïcha, parce que vous n'avez pas la même place que cet enfant.
Oui, j'ai fait la même chose. Voilà, parce que là, sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ouais. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, par exemple, quand il le dit tout à l'heure, par exemple, quand vous avez dit, je te fais, au début, il le fait ça, l'autre, le garçon, il tombe par terre, et il ne peut pas venir, il fâche. Oui, mais j'ai bien compris, Aïcha. Vous pourriez me donner 10 000 exemples comme ça. Je crois qu'il faut que vous en parliez. Je crois qu'il faut vraiment en parler avec votre mari, qu'il entende que c'est difficile pour vous et que, attention, vous tirez le signal d'alarme, c'est votre relation de couple qui en pâtit. D'accord? Oui, merci beaucoup pour tous vos conseils. Et moi, j'avais besoin, franchement, de. Mais vous avez besoin d'en parler, oui, et d'être entendu. J'avais surtout. besoin aussi. J'ai déjà fait, ça fait déjà un an. J'ai déjà fait un rendez-vous avec un psychologue, mais j'ai pas été parce que je sais pas. Il dit les gens qui vont chez le psychologue, peut-être. Je sais pas, ils sont pas bien dans la tête. Ça serait bien que vous en parliez tous les deux, peut-être, pour que chacun puisse trouver sa place là, dans cette nouvelle famille. Hein? Comme dit Anita, depuis quelques mois, il y a une nouvelle loi qui reconnaît le rôle des beaux-parents, leur donnant des droits, ce qui montre bien que c'est une place qui est difficile. Hein. Vous n'êtes pas la seule, Aïcha, à avoir des difficultés à trouver votre place comme ça dans ces familles dites recomposées. Bon courage à vous en tout cas. Merci, c'est très très gentil. Au revoir Aïcha. Et je veux juste vous dire un dernier mot. Allez-y alors. Je vous souhaite un bon courage, vous écoutez très très bien les gens, vous donnez beaucoup de temps à eux et merci beaucoup. Merci Aïcha. Au revoir. Bonsoir Emma. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, il suffit que l'on parle de vous et vous êtes là. Vous aviez appelé le standard et j'avais pas vu, j'avais des petits problèmes avec mon ordinateur et ça s'était pas affiché, figurez-vous. Donc heureusement, voilà, vous êtes là. Vous voyez, le subversif vous appelez à l'aide et vous êtes parmi nous. Félicitations, hein, dites-moi déjà. Oui, oui, ça y est, maintenant c'est fait. Donc vous êtes psychiatre, ça y est, hein. Ouais. Enfin. Bah oui, j'ai l'impression que ça y est, moi c'était, mais c'est lourd, c'est long, il y a plein de démarches et ça y est, c'est fait, enfin. Oui, comme vous dites. Parce qu'une fois que le diplôme est fait, après il faut s'inscrire au Conseil de l'Ordre, tout ça, c'est pas simple. C'est ça. Mais bon, ça c'est réglé. Donc par rapport au témoignage. Alors vous vouliez rebondir sur le témoignage de Chantal, donc qui nous parlait de sa fille de 23 ans qui souffre polytoxicomane puisqu'il y a des problèmes d'alcool, de drogue, Donc, et qui se demandait si le CMPP, le suivi en CMPP était adapté. Ou si un autre suivi parallèle pouvait lui être proposé, sachant qu'elle ne voyait le psychiatre que tous les 15 jours à 3 semaines. Hein. Ouais, alors moi je pense que quand il y a des pathologies lourdes, ce qui a l'air d'être le cas manifestement quand même, parce que si elle a un traitement lourd. Oui, et puis que cette dépendance a commencé à l'âge de 13 ans, hein, 14 ans, pardon. Enfin, peu importe de toute façon, mais ce qu'il y a, c'est que quand c'est lourd comme ça, je pense que la vraie structure adaptée, c'est vraiment le CMPP ou le CMP, enfin, c'est kiff-kiff, parce qu'ils ont les moyens de, au-delà de la prise en charge psychiatrique et psychologique, ils ont la possibilité de mettre en place des suivis avec des assistantes sociales, de mettre en place des logements en appartement thérapeutique ou des choses comme ça, qui sont pas possibles pour un psychiatre tout seul en libéral. Enfin, je veux dire, on peut pas mobiliser ce genre de choses. Donc c'est quand même, à mon sens, plus adapté en général aux pathologies, aux personnes qui ont des pathologies lourdes. Alors le souci, c'est qu'effectivement en CMP ou CMPP, comme tout le monde peut y aller, puisque c'est le principe de la sectorisation en psychiatrie, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit le moment, si on a besoin d'une consultation psychiatrique, on a forcément un endroit où on peut aller gratuitement.
Voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de psychiatres, qu'il n'y a pas assez d'argent, donc forcément, les délais sont longs, les patients qui souffrent de pathologies lourdes sont quand même nombreux. Si on voit que la schizophrénie, c'est quand même 1% de la population, donc si on rajoute les bipolaires, les troubles graves de la personnalité, enfin ça en fait beaucoup quand même au final. Donc forcément, les délais sont assez longs. D'abord par un premier rendez-vous, et puis parfois on est obligé d'espacer. Quand ça suffit pas, alors après ça dépend. S'ils n'ont pas proposé encore de suivi par un psychologue, ou c'est parce qu'ils n'en ont pas sous la main, ou que celles qui sont là n'ont pas de disponibilité, enfin, parce que c'est quand même ça la réalité du terrain. Oui. Ou que peut-être elle est encore trop mal pour être accessible à une psychothérapie. Donc c'est pour ça qu'il y a pour le moment que le suivi psychiatrique. Après, multiplier les prises en charge, ça dissout les choses, mais à part dans quelques cas, mais où ça doit être fait, mais c'est-à-dire organisé, c'est-à-dire que quand c'est des patients qui demandent beaucoup de suivi et que parfois c'est lourd pour le praticien, à ce moment-là, c'est dilué, j'allais dire, sur 2 praticiens, mais qui travaillent ensemble, qui se connaissent bien, qui savent comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre, et qui peuvent communiquer en permanence l'un avec l'autre. Donc faire un suivi en CMP d'un côté et en libéral de l'autre, moi ça me paraît très scabreux. C'était pas forcément libéral, ce à quoi je pensais, parce que effectivement pour ce type de prise en charge comme ça très lourd, il vaut mieux qu'il y ait une équipe autour. Voilà. Alors après, mais peut-être dans une structure où il y a une possibilité de répondre autrement. À Paris, il en existe quand même. Après qu'il y ait une double prise en charge, c'est-à-dire une prise en charge addictologique et une prise en charge psychiatrique, c'est idéal. C'est-à-dire qu'il y ait un addictologue qui s'occupe de l'addiction, voilà. Qui la prend en charge dans sa complexité, dans ce que ça implique au quotidien, enfin bref. Et puis le psychiatre qui traite la pathologie psychiatrique, voilà. Alors, avec évidemment des praticiens qui travaillent. Là, c'est l'idéal, évidemment. Voilà. Mais c'est des équipes à chaque fois. Enfin. Oui, ça j'étais tout à fait d'accord avec le fait que ça soit évidemment une équipe. Donc si c'était pas clair, vous faites bien de rectifier, d'en parler, parce que sur des pathologies aussi lourdes, effectivement, il faut qu'il y ait une équipe, qu'il y ait un travail pluridisciplinaire. Oui. C'est préférable. Et après, donc, le mieux, c'est quand même qu'elle demande au psychiatre qui suit sa fille, éventuellement un suivi avec un addictologue que lui connaît, pour qu'il y ait un travail en bonne entente. Un travail, voilà, effectivement, en commun, oui. Mais pas qu'elle fasse quelque chose dans son coin en plus, quoi. C'est-à-dire que non, c'est pour ça que j'en parlais bien. Je disais bien à Chantal qu'elle prenne contact avec le psychiatre qui suivait sa fille, pour voir s'il y avait pas qu'est-ce qu'il en pensait, et dans la mesure, est-ce que déjà il pouvait proposer des rendez-vous peut-être plus fréquents, mais à mon avis il l'aurait fait s'il avait pu le faire, s'il avait des disponibilités, et si c'était pas le cas, est-ce qu'on peut craindre, est-ce qu'il pouvait peut-être l'orienter tout en continuant à la suivre vers un spécialiste avec lequel il pourrait travailler, oui, en étroite collaboration. Mais alors après, parfois, ce qu'il y a dans les CMP, et ce qui se développe quand même de plus en plus, c'est des consultations avec des infirmiers psy. C'est-à-dire que, et là, on arrive en général à avoir plus de rendez-vous et souvent plus en urgence. C'est-à-dire que, par exemple, la personne ne va pas bien, appelle le CMP en disant « Est-ce que je peux voir mon infirmier référent ?» Et souvent, c'est un bon soutien en plus du soutien avec le psychiatre et ou la psychologue. Je dis la psychologue parce que souvent c'est des femmes, mais le psychologue en général, quoi. Mais ça, il faut voir avec le CMP. Faut que la maman, moi à sa place, j'irais directement au CMP. Et puis en demandant un rendez-vous avec le psychiatre. Oui, c'est ça, c'est ce que je lui avais effectivement conseillé. Qui lui expliquera aussi
peut-être qu'elle a pas, en plus, une bonne visibilité de la prise en charge de sa fille. Et qu'elle comprend pas tous les tenants et les Oui, c'est ce qu'on aboutissants. sentait aussi, hein, qu'elle était un peu perdue, ce qui peut se comprendre étant donné tout ça. Donc, je pense que de toute façon, c'est important aussi pour elle qu'elle rencontre effectivement le psychiatre qui suit Et sa en fille. général, ils sont, enfin, je veux dire, c'est rare. Bah, qu'ils c'est refusent. important qu'il y ait. Il y en a qui refusent, non, mais c'est rare. Certains refusent, mais enfin bon, elle est quand même très jeune et quand il y a, qu'il peut y avoir comme ça un travail, une coopération avec la famille, ça peut être important, hein, dans ce type. Puis en addicto, c'est quand même fondamental Oui, le soutien à côté. Hein. Tout à fait. Je pense que il refusera pas. Non. Enfin, a priori, non. Hein. Bon, bah écoutez. Que sa fille s'y oppose. Enfin, donc vous n'êtes pas de garde alors ce soir. Pas ce soir. Hier et samedi, mais bon. pas ce soir. Il y a en tout cas Sergio qui dit trop forte, notre chère Emma, toujours là quand on a besoin d'elle, qui dit voilà, qui vous embrasse et qui dit chapeau jeune fille, félicitations pour votre parcours. Voilà. Ouais. Et puis Georges qui est ravi de vous entendre aussi, qui espère que vous allez bien. À part ça va. Voilà. Bon, ça va. Écoutez, les choses vont bien. Parfait. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt alors, ma chère Emma. Au revoir. Au revoir, merci. Hein. Au revoir. Allô? Oui, bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Catherine, vous voulez nous parler justement des Catherinettes. Bah oui, hier soir je vous ai envoyé un SMS et puis vous avez posé la question de savoir si on fêtait toujours la Sainte Catherine, si ça se faisait toujours. Ben ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Beaucoup moins qu'il y a quelques années. Ouais. Mais oui, j'en ai moins vu dans les rues, moi. Oui, donc c'est pour ça que je me demandais. Ça se fait de moins en moins. Hein. Mais voilà, ce qu'il y a eu de nouveau cette année, c'est qu'il y a eu des jeunes hommes qui ont porté le chapeau de la Sainte Catherine en disant qu'il fallait un peu bousculer les traditions. Ah oui, vous avez vu ça vous... Oui, c'est passé à la télé sur la une aux infos. Et puis j'ai vu ça sur Toulouse. Enfin bon, voilà. Oui, ce joli accent nous vient de Toulouse. Ben oui. Vous avez vu, vous êtes allé voir l'équipe d'Europe 1 à Toulouse? Ben non, parce que bon, j'habite à 20 km de Toulouse. Et c'est voilà, proche. Comment? C'est proche, justement. Ah oui, c'est proche, c'est à un quart d'heure. Eh ben oui. Par l'autoroute, c'est un quart d'heure. Mais non, c'est vrai que il vous reste encore tout à l'heure, hein, parce que toute l'équipe, à partir de 6h30, vous pourrez aller voir Marc-Olivier Fogiel et puis toute son équipe et puis non, vous les écouterez. J'écouterai, mais voilà, parce que je travaille, demain matin à 7h, je reprends mon boulot, là. Ah, bon, voilà. Donc vous ne pourrez pas... C'est difficile, c'est regrettable, mais peut-être une prochaine fois. Ah bon, écoutez, ça sera une prochaine fois, alors, hein. Ouais. Alors, donc, il y avait des garçons. Et vous, je crois savoir que vous avez dit, ça vous heurte un peu, ça. Ben oui, parce que je trouve que la Sainte Catherine, c'est la Sainte Catherine. Je pense pas qu'il y ait des garçons qui s'appellent Catherine. Bon, ça m'a un petit peu, oui. Bon. C'est pas que je sois de tradition, hein. Je veux bien qu'on bouscule un peu les traditions. Je vis pas avec les traditions. J'avance dans la vie, mais non, j'ai trouvé que c'était, voilà, c'était un peu déplacé pour moi, hein, maintenant, bon. Mais en même temps, pourquoi finalement on a fait cette fête pour les femmes, c'est quand elles dépassaient 25 ans oui. Et qu'elles n'étaient toujours pas mariées. Donc après finalement il y avait ce statut de vieille fille. Voilà, de vieille fille. Et pourquoi finalement oui, mais pourquoi au fond voyez on le faisait pas pour les garçons. Bon, on parlait de vieux garçons aussi. Mais pourquoi à 25 ans s'ils dépassaient il y avait pas de problème? Finalement. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que oui, on aurait pu trouver, mais pas la Sainte Catherine, faire autre chose. Mais voilà. C'est peut-être un peu ma déformation professionnelle qui fait que voilà, je reste un peu dans cette tradition.
Pourquoi des formations professionnelles? Parce que je suis fleuriste. Mon métier, c'est fleuriste. Maintenant, j'ai arrêté le métier depuis 29 ans. Ouais. Ben, je suis fleuriste. C'est pour ça que vous faites toujours de si jolies compositions dont je bénéficie, hein, ma chère Catherine. Voilà. Je vous en remercie infiniment. Bon, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était vraiment la fête. La Sainte-Catherine, c'était vraiment la fête chez nous. C'était le syndicat des fleuristes qui organisait tout ça. On louait une boîte de nuit, on faisait des défilés. Bon, moi, j'ai jamais été Catherinette, hein, parce que j'étais du côté de la décoration. Voilà, j'étais créatrice de chapeaux. Et, ah oui. Voilà. Oui. Et j'ai trouvé que cette année, c'était tristouné un petit peu, voilà. Parce qu'il y avait plus assez de chapeaux, plus assez de Catherinettes. C'était pas très décoré. C'était sur le. Attendez, le thème, c'était les 7 péchés capitaux. Waouh. Alors c'était triste. Hein. Voilà, c'était triste. 7 péchés capitaux. Oui, oh là là. Comme thème. Pourtant, il y avait à faire là-dessus. Oui, mais dans la décoration, c'était quand même un peu difficile à refaire ressortir un petit peu. Ah oui, c'était pas évident. C'était pas évident. Et alors les chapeaux des garçons, c'était comment? Parce que j'ai pas vu moi. Pour les filles. Oui, mais alors qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'était pareil, le même thème. Le même thème. Mm-hmm. Le même thème. Moi, ça pouvait être audacieux, hein, selon les péchés. Oui. La luxure, oui, voyez, voilà, je pense tout de suite. Mais voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de recherche, que c'était pas trop gai, que c'était pas très, voilà, bon. Ça vous a pas plu cette année? Ah ben non. Ah non, qu'il y ait des garçons qui portent le chapeau. Non, enfin bon, c'est ça. Non, vous êtes pour le respect des traditions. Oh, voilà. Le respect, non, j'aime bien qu'on bouscule un petit peu, mais non, j'ai trouvé, ça m'a fait rigoler, hein, je vous dis franchement, ça m'a amusé aussi. Mais voilà, je trouvais que c'est plus joli. Bon, ça reste des Catherinettes, voilà. Et les chapeaux de Geneviève de Fontenay, est-ce qu'ils vous plaisent? Pas du tout, parce que j'aime pas les chapeaux. Vous n'aimez pas les chapeaux? Je n'ai jamais porté de chapeau. Vous voyez, parce qu'elle, finalement, c'est tous les jours, elle fête tous les jours les Catherinettes, Geneviève de Fontenay. Hein, moi, finalement. J'ai jamais porté de chapeau, j'aime pas les chapeaux, j'aime pas les bonnets, j'aime rien du tout sur ma tête, j'aime pas tout ça. Mais j'ai beaucoup apprécié de faire des chapeaux, le chapeau des Catherinettes, de faire ces créations-là, comme maintenant, voilà, je me suis donnée à fond, j'avais pas de limite. Nous, on n'avait pas de thème à développer à cette époque-là, on était libres. Voilà. Alors, il y a Violaine qui me dit, pour les garçons, il y a la Saint-Nicolas, et c'est à 30 ans, je crois. Vous voyez, eux, ils peuvent aller un petit peu plus loin, les garçons. Ça dépend des régions, peut-être, parce que moi, je l'entends pour la première fois, là. Eh ben, il y a aussi un autre message qui m'arrive, là, pour les garçons, Saint-Nicolas à 30 ans. Ouais, bon, qui me dit, c'est la première fois que je l'entends, moi aussi. Oui, moi aussi, c'est la première fois, ou peut-être il y a des régions, hein, qui fêtent... c'est possible, c'est possible, bon. Non, là, c'est la première fois, et puis... Remarquez, maintenant, il y en a plein de jeunes femmes, certainement, qui ont des chapeaux, parce que maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont pas mariées à 25 ans, hein. Oui. C'est vrai, avant on se mariait plus jeune, maintenant on se marie plus tard. Oui, tiens, Georges a une idée, il me dit, moi sur votre chapeau, bah oui, moi je pourrais en mettre, dites donc, il y a prescription, hein. Moi sur votre chapeau, il me dit, je mettrai un petit chien, un micro, une figurine de Freud, il me dit, oui, ça doit exister, et une bouteille de Bordeaux. Surtout la bouteille de Bordeaux. Tous mes talismans. Ah, je vous en prie, Catherine, hein. Ne soyez pas désobligeante. Vous en parlez tellement souvent. Il n'y a pas qu'à Bordeaux. Mais je parle de Freud aussi, dites-moi. Presque autant que du Bordeaux. Et je parle de Freud pas seulement quand j'ai bu du Bordeaux. Allez, je vous embrasse, Catherine. C'est un plaisir, en tout cas, de vous entendre. Et bravo, Georges. Je me verrais bien avec un chapeau comme ça. Il y aurait tous mes talismans. Ça serait génial. Là, je me sentirais protégée de tout. Ouais, mais alors, moi, il y a longtemps que j'ai plus 25 ans, hein. C'est pas grave, on peut le fêter à tout âge. Et l'année prochaine, on se regroupe à tous les auditeurs et on fait le chapeau de la Sainte-Catherine. Oui, ça va que c'est la nuit, personne ne me verra dans les couloirs. Je vous embrasse et encore bonne fête, Catherine. Au revoir. Merci beaucoup, je vous embrasse à vous, j'embrasse tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.